Nous sommes en l'an 687 et au cœur labyrinthique du palais de Topkapi, le silence est une monnaie plus précieuse que l'or. Ici, dans la chambre privée du sultan, l'air lui-même semble retenir son souffle, épais des senteurs de bois d'aloès, d'ambre gris et de la faible odeur métallique de la paranoïa. Imaginez un jeune homme, pas plus âgé que 17 ans, son nom et son passé effacés, désormais connu seulement sous le nom de Youssouf. Sa peau est de la couleur des olives pâles, ses yeux des bassins sombres, reflétant la lueur vacillante des bougies d'une centaine de lampes en argent. Il se tient parfaitement immobile, une statue humaine taillée dans la peur et l'ambition, son seul but étant d'exister dans le champ de vision de l'homme le plus puissant du monde, l'ombre de Dieu sur terre, le sultan Mehmed IV. Ceci n'est pas une histoire d'amour, mais de possession. Non pas un conte de romance, mais une terrifiante servitude dorée où un regard déplacé ou une seule ride indésirable pouvait signifier un voyage rapide et silencieux vers le Bosphore dans un sac lesté. Sa vie, et les vies d'innombrables garçons comme lui, représentent une histoire secrète, un chapitre délibérément arraché à la grande narration de l'Empire, une histoire des esclaves du plaisir du sultan. Et maintenant, nous vous demandons de mettre la vidéo en pause et de vous abonner à notre chaîne. Pour que nous puissions continuer à créer des vidéos similaires, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus rapidement possible. Merci. Pour comprendre la cage dorée du favori du sultan, il faut d'abord comprendre l'immensité de l'empire qu'il a construite, un empire qui ne se voyait pas comme une nation, mais comme l'ordre ordonné du monde. L'État ottoman, à son zénith, était un colosse chevauchant 3 continents, une mosaïque de peuples, de foi et de langues maintenues par la volonté absolue et inattaquable d'un seul homme, le padishah, le sultan. Il était plus qu'un roi, il était le calife de tous les musulmans, l'héritier des Césars romains et, dans les murmures feutrés de sa cour, le reflet terrestre de l'autorité divine. Son pouvoir n'était pas seulement politique ou militaire, il était gravitationnel, attirant toute chose vers son centre à Istanbul, la ville connue comme la demeure de la félicité. Au sein de cette ville, le palais de Topkapi, le sérail, était le noyau de tout pouvoir, un complexe tentaculaire de cours, de kiosques et de jardins qui était moins une résidence qu'un univers autonome, un écosystème hermétiquement clos de gouvernance, de rituels et d'intrigues. C'est ici, derrière des couches de murs immenses et gardées par des légions de soldats, que la vie du sultan se déroulait dans un état de secret public perpétuel. Chaque souffle qu'il prenait, chaque repas qu'il consommait, chaque mot qu'il prononçait était une affaire d'État, régie par un protocole complexe et étouffant de détails. C'était un monde où la personnalité était subsumée par la position, et l'homme lui-même devenait une icône, un symbole vivant de la permanence et de la puissance de l'État. Et au cœur de ce symbole se trouvait un principe fondamental, que le sultan possédait tout et tout le monde dans son domaine, sa propriété n'étant pas une question de loi mais de droit divin. Ses vizirs, ses généraux, ses serviteurs et ses compagnons étaient tous, en dernière analyse, des extensions de son propre être, leur vie et leur corps soumis à chacun de ses caprices. C'est dans ce creuset de possession absolue que l'institution du concubin masculin n'était pas une anomalie, mais une expression logique, bien que terrifiante, du pouvoir ultime. Les désirs du sultan n'étaient pas de simples appétits personnels, c'étaient les désirs de l'empire lui-même, et l'empire pourvoirait, quel qu'en soit le coût humain. Lorsque l'esprit occidental évoque l'image de la cour ottomane, il dérive presque invariablement vers le monde exotique et interdit du harem, un lieu d'odalisque paré de bijoux, de voiles de soie et d'intrigues féminines. Cette vision, alimentée par des siècles de fantasmes orientalistes, n'est pas entièrement fausse, mais elle est dangereusement incomplète, car elle ignore le pendant masculin du harem, une institution tout aussi vitale, tout aussi opulente, et, à bien des égards, bien plus influente. C'était l'Enderun, l'école du palais, un monde existant en parallèle du harem féminin, caché dans les mêmes murs du palais mais gouverné par ses propres règles et horreurs uniques. Si le harem était conçu pour produire des héritiers et satisfaire les besoins charnels et domestiques du sultan par de belles femmes, l'Enderun était conçu pour produire la classe dirigeante de l'empire et satisfaire ses besoins intellectuels, artistiques et intimes par des garçons exceptionnellement doués et beaux. Ces jeunes,
connus sous le nom d'Issolan Lar ou garçons de l'intérieur, n'étaient pas de simples serviteurs. Ils étaient la matière première à partir de laquelle les futurs grands vizirs, gouverneurs et généraux de l'État ottoman seraient forgés. L'école était une merveille d'ingénierie humaine, une usine pour produire un nouveau type d'homme dont la loyauté n'allait pas à la famille, à la tribu ou à la patrie, car tout cela lui avait été systématiquement enlevé, mais à la personne du sultan seul. C'était à la fois une université du plus haut calibre et une serre pour cultiver la dévotion personnelle, un lieu où les lignes entre l'éducation, la servitude et l'intimité s'estompaient jusqu'à disparaître. Les garçons de Lenderun apprenaient à être des poètes et des guerriers, des musiciens et des mathématiciens, des assassins et des administrateurs. Ils étaient polis comme des pierres précieuses rares, leur esprit aiguisé, leur corps perfectionné, le tout dans le but singulier de servir et de plaire à leur maître absolu. Cette double nature de Lenderun est la clé pour comprendre le phénomène du favori masculin. Il était à la fois un homme d'État potentiel et un amant potentiel, un symbole de l'avenir de l'Empire et un réceptacle pour les désirs les plus privés du sultan. Le chemin du pouvoir ne passait pas seulement par le champ de bataille ou la salle du conseil. Il passait par les couloirs calmes et parfumés des appartements privés du sultan, un chemin ouvert uniquement aux plus beaux, aux plus intelligents et aux plus obéissants de ces garçons du palais. La question de l'origine de ces parfaits spécimens de virilité nous mène dans l'un des couloirs les plus sombres de l'art de gouverner ottomane, à l'institution connue sous le nom de Devshirme. C'était le tristement célèbre impôt du sang ou prélèvement d'enfants, un système par lequel l'Empire récoltait sa future élite parmi les populations paysannes chrétiennes de ces territoires des Balkans. Périodiquement, des fonctionnaires impériaux parcouraient les villages de Grèce, de Serbie, de Bulgarie et d'Albanie, inspectant les fils des familles chrétiennes. Les garçons les plus beaux, les plus forts et les plus intelligents, généralement âgés de 8 à 18 ans, étaient enlevés de force à leurs parents. C'était une cruauté calculée, une rupture programmatique des racines conçue pour créer une classe d'administrateurs et de soldats, sans aucun lien avec quiconque sauf le sultan. Le traumatisme de ce moment est impossible à surestimer. C'était une sorte de mort. Un garçon était arraché à son foyer, sa famille pleurant sur le bord de la route pour ne jamais être revu par eux. Il était chargé sur une charrette et commençait un long et brutal voyage vers la capitale impériale, un voyage au cours duquel son nom, sa langue et sa foi étaient programmés pour la démolition. Alors que le Devshirme était le principal système d'alimentation pour le corps d'élite des janissaires et l'administration civile au sens large, le palais lui-même avait d'autres voies, plus directes, pour acquérir ses trésors humains. La guerre fournissait un flux constant de captifs de grande valeur, les fils de nobles et de princes vaincus. Les marchés d'esclaves d'Istanbul, d'Alexandrie et d'Alger regorgeaient de bétail humain venu de tout le monde connu, des Circassiens à la peau claire prisée pour leur beauté éthérée, des Géorgiens athlétiques, des Perses sensibles. Les gouverneurs impériaux envoyaient des cadeaux de jeunes particulièrement beaux en hommage, espérant s'attirer les faveurs de la cour centrale. Qu'ils soient pris de force dans un village des Balkans ou achetés comme du bétail sur un marché ensoleillé, l'expérience initiale était la même. Une dislocation violente, une perte totale d'agence et la prise de conscience terrifiante que son corps ne lui appartenait plus. C'était désormais une marchandise, sa valeur déterminée par la pureté de ses traits, la grâce de ses mouvements et son potentiel à plaire à un maître lointain et invisible. C'était l'argile humaine brute et pleurante que l'Empire allait maintenant modeler en un parfait serviteur doré. L'arrivée à Istanbul était un choc pour le système, une agression sensorielle et psychologique dont un garçon pourrait ne jamais se remettre complètement. Pour un jeune arraché à un village rural des Balkans ou du Caucase, la capitale impériale était une autre planète. Imaginez la vue, un horizon percé par une forêt de minarets, le grand dôme de Sainte-Sophie dominant l'horizon, la corne d'or étouffée par les mâts des navires de tous les coins de la Méditerranée et de la mer Noire. L'air, contrairement à l'odeur pure de sa maison de montagne, était une soupe épaisse d'odeur. La saumure de la mer, l'arôme des châtaignes grillées et du poisson grillé, la douceur écrasante de l'attar de roses vendues au bazar, et la puanteur sous-jacente et omniprésente d'1 million de personnes vivant à l'étroit. Les sons étaient une cacophonie, les appels à la prière d'une centaine de mosquées se chevauchant dans l'air,
le fracas des marteaux des forgerons, le brouhaha d'une douzaine de langues dans la rue, le grincement des charrettes à bœufs et les cris des marchands. Cette ville écrasante était conçue pour impressionner, pour intimider, pour communiquer l'échelle et la puissance pure de l'entité qui le possédait désormais. La destination finale, le palais de Topkapi, était encore plus intimidante. Ce n'était pas un seul bâtiment élégant, mais une vaste ville dans la ville fortifiée, ses portes gardées par des janissaires au visage sévère qui semblaient être des géants. Franchir ces portes, c'était laisser le monde derrière soi. La première étape du processus d'endoctrinement était l'effacement systématique du passé. Le nom chrétien du garçon était remplacé par un nom musulman, Mourad, Selim, Ibrahim, un nom qui n'était pas un cadeau, mais une marque. Il était converti de force à l'islam. On lui enseignait les principes de base et les prières d'une foi qui était, jusqu'à ce moment, la religion de ses oppresseurs. Sa langue maternelle était interdite, et il était forcé d'apprendre le turc ottoman, la langue complexe et élégante de la cour. Ses vêtements de paysan grossiers étaient enlevés, brûlés et remplacés par les fins linges et soies d'un page du palais. Ce n'était pas seulement un changement de décor, c'était une destruction ritualisée de l'identité, un écorchement psychologique conçu pour laisser l'âme nue et réceptive à un nouveau but singulier, le service du sultan. Une fois dépouillé de son passé, le jeune Isolan était intronisé à l'école du palais de Lenderon, un monde de discipline quasi monastique et d'éducation implacable. Ce n'était pas un lieu d'oisiveté ou de simple servitude. C'était une académie d'élite dont le programme aurait fait l'envie de n'importe quelle université européenne de l'époque. Le but était de créer un homme de la Renaissance à la manière ottomane, un polymathe aussi mortel avec une épée qu'avec un vers de poésie. Les journées des garçons étaient rigidement structurées d'avant l'aube jusqu'à après le crépuscule, un cycle de prières, d'études et d'entraînement physique. Ils apprenaient à lire et à écrire dans 3 des langues les plus importantes du monde islamique, le turc ottoman pour l'administration, le persan pour la poésie et la haute culture, et l'arabe pour la théologie et le droit. Leurs esprits étaient imprégnés des grandes œuvres de poètes persans comme Hafez et Saadi, dont les vers célébraient souvent la beauté des jeunes hommes et la nature enivrante de l'amour. Ils étudiaient les mathématiques, la géographie, le droit et la théologie. Mais l'éducation n'était pas seulement académique, elle était intensément artistique. Chaque garçon devait maîtriser un métier, un huné. Certains devenaient de brillants calligraphes, leurs mains entraînées à produire des textes sacrés et des décrets impériaux d'une beauté à couper le souffle. D'autres devenaient des maîtres musiciens, apprenant l'oud, le ney ou le tambour, leur but étant de remplir le palais de mélodies qui pouvaient apaiser l'âme d'un sultan fatigué. D'autres encore étaient formés à la peinture de miniatures, au travail du cuir, à l'horlogerie ou à l'art du jardinage. Cette éducation avait un double objectif. D'une part, elle les dotait des compétences nécessaires pour devenir des administrateurs hautement fonctionnels d'un empire vaste et complexe. D'autre part, elle faisait d'eux des compagnons parfaits. On les cultivait pour devenir des hommes capables non seulement de servir le dîner du sultan, mais aussi de composer un poème sur sa victoire, de débattre de philosophie avec lui jusqu'à l'aube et d'embellir son environnement avec leurs créations artistiques. Ils étaient transformés en œuvres d'art vivantes, chaque talent et attribut poli pour l'appréciation d'un seul mécène. Parallèlement à cette formation intellectuelle et artistique, il y avait un régime physique exténuant. On leur enseignait l'équitation, le tir à l'arc et l'usage du cimeterre, s'assurant que ces poètes et musiciens délicats étaient aussi des guerriers capables, aptes à défendre la personne du sultan si nécessaire. Cette éducation holistique, cette forge d'un homme qui était à la fois un artiste, un érudit et un tueur, est ce qui rendait les diplômés de Lenderon si singulièrement efficaces et ce qui rendait les plus favorisés d'entre eux si absolument captivants pour les hommes qui dirigeaient l'Empire. Le monde intérieur de Lenderon était un microcosme de l'Empire lui-même, une société farouchement compétitive et rigidement hiérarchisée. L'école était organisée en une série de chambres, ou odalars, qui représentaient une échelle d'avancement qu'un page devait gravir. Un nouveau garçon commençait dans la grande ou la petite chambre, les échelons les plus bas, où il accomplissait des tâches plus subalternes tout en commençant son éducation. Là, il était un parmi des centaines, sa vie un flou de leçons et de devoirs,
sous les yeux vigilants des eunuques blancs qui servaient de maîtres et de gardiens impitoyables de l'école. L'avancement à la chambre suivante, comme la chambre de la campagne ou la chambre du garde-manger, était basé sur le mérite, une combinaison de progrès intellectuels, de compétences artistiques, de prouesses physiques et surtout d'une obéissance et d'une loyauté inébranlables. Ce système était un creuset, conçu pour identifier et promouvoir le talent, tout en éliminant impitoyablement toute trace de rébellion ou de faiblesse. La compétition était sauvage. Chaque garçon savait que ses pairs étaient ses rivaux pour la promotion, pour la faveur, pour la chance d'attirer l'œil d'un haut fonctionnaire ou même du sultan lui-même. Les amitiés étaient dangereuses, masquant souvent des complots et des trahisons. Des alliances se formaient et se brisaient. Un mot imprudent, un moment de manque de respect perçu, un échec dans une leçon pouvait voir un garçon sévèrement puni ou, pire, bloqué indéfiniment dans sa carrière. L'ensemble du système était lubrifié par une culture de la surveillance. Les eunuques blancs étaient une présence constante, leurs yeux et leurs oreilles partout. Mais les garçons étaient aussi encouragés à s'informer les uns sur les autres, une pratique qui semait une méfiance perpétuelle et renforçait l'idée que la loyauté devait être dirigée verticalement vers ses supérieurs, jamais horizontalement vers ses pairs. Cet environnement intense et paranoïaque était une cocotte-minute psychologique, conçue pour briser la volonté d'un garçon et la remodeler à l'image de l'État. Il forgeait un lien indestructible avec le système qu'il avait créé, mais il engendrait aussi une insécurité profonde et une soif de validation ultime, la faveur personnelle du sultan. Être choisi parmi cette masse de jeunes en lutte et en compétition, c'était avoir remporté le prix suprême. Cela signifiait échapper à l'anonymat brutal des chambres inférieures et entrer dans le sanctuaire sacré du pouvoir, un monde de luxe inimaginable et de danger encore plus inimaginable. Pour comprendre comment un sultan pouvait considérer ces garçons comme des objets de désir, il est essentiel de sortir des confins étroits des conceptions occidentales modernes de la sexualité et d'entrer dans le monde esthétique et philosophique de la haute culture ottomane. Dans les cercles sophistiqués de la cour impériale et dans le monde plus large de la poésie persane et turque qui informait sa vision du monde, l'amour entre un homme plus âgé et un beau jeune n'était pas considéré comme une perversion ou un péché de la même manière qu'il le serait dans l'Europe chrétienne. Au lieu de cela, il était souvent idéalisé, célébré en vers comme une forme d'amour plus pure, plus sublime que celle qui pouvait exister entre un homme et une femme. Ce concept, profondément enraciné dans les traditions du mysticisme soufi et de la littérature persane, voyait le jeune imberbe, le shahid ou témoin, comme un reflet terrestre de la beauté divine. Contempler son visage parfait et sans défaut, c'était entrevoir la perfection de Dieu. L'amour qu'il inspirait était perçu comme une expérience spirituelle esthétique, une forme de dévotion qui pouvait élever l'âme. Il ne s'agissait pas d'identité sexuelle au sens moderne. Les hommes qui s'engageaient dans ces relations étaient souvent aussi mariés et avaient de grandes familles dans leurs harems féminins. Il s'agissait plutôt d'une expression reconnue et acceptée de l'amour et du désir, qui occupait un espace complexe entre le platonique et le charnel, le spirituel et le sensuel. L'idéal de la beauté masculine était spécifique. Le garçon devait être sur le point de devenir un homme avec une peau douce, une carrure gracieuse, presque féminine, et un visage qui était comme la lune. La première pousse de barbe était souvent considérée comme une tragédie, le moment où cette beauté divine et éthérée commençait à se fondre dans la réalité grossière de la virilité ordinaire. Cette esthétique était partout, de la poésie de la cour aux peintures miniatures qui dépeignaient la vie du palais. Elle a créé une culture dans laquelle l'admiration d'un beau garçon n'était pas une honte cachée mais une marque de goût et de sensibilité raffinée, une quête digne d'un sultan ou d'un grand vizir. Ce contexte culturel fournissait la justification et le vernis romantique à ce qui était, à la base, une relation d'une profonde inégalité, l'exploitation sexuelle d'un esclave par son maître. Le langage de la poésie et de l'amour divin masquait la sombre réalité de la coercition et créait un monde où l'objet du désir pouvait être simultanément vénéré comme une icône de beauté et contrôlé comme un bien. Alors que les Isolanlars de Landeron étaient préparés au pouvoir et à l'intimité dans les murs cloîtrés du palais, une version plus publique et ouvertement sensuelle de cette dynamique se jouait sur les scènes
et dans les tavernes d'Istanbul. C'étaient les kösekli, les garçons danseurs, qui occupaient une niche sociale différente, mais apparentée. Contrairement aux pages de Lenderon, qui étaient des esclaves destinés à l'élite, les kösekli étaient généralement des non-musulmans grecs, arméniens, juifs ou roms, qui étaient des artistes professionnels. Dès leur plus jeune âge, ces garçons exceptionnellement beaux étaient formés à une forme spécifique de danse qui était fascinante et profondément ambiguë. Ils laissaient pousser leurs cheveux longs, les coiffant en boucles en cascade, et portaient des costumes élaborés, souvent féminisés, des vestes de velours richement brodées, des pantalons bouffants et des ceintures cliquetantes de pièces d'or et d'argent. Leur visage était souvent maquillé, leurs yeux soulignés de col. La danse elle-même était un mélange hypnotique de mouvements lents et sinueux, de pirouettes rapides et percussives, et de claquements de doigts complexes, le tout exécuté sur les rythmes entraînant des luths, des tambours et des sitars. L'effet était délibérément androgyne et intensément érotique. Le kösek était une créature d'une ambiguïté fascinante, brouillant les frontières entre le masculin et le féminin, l'enfant et l'adulte, l'innocence et la séduction. Il se produisait lors de festivals publics, de mariages et, surtout, lors des festins privés des riches et des puissants. Un riche pacha ou un marchand engageait une troupe de kösekli pour le divertissement d'une soirée où, alimentée par le vin et la musique, l'atmosphère pouvait devenir épaisse de désirs enivrés. Les mécènes couvraient les meilleurs danseurs de pièces et de cadeaux, et les rivalités pour un kösek particulièrement beau pouvaient, et souvent le faisaient, éclater en violence. Ces danseurs étaient des célébrités en quelque sorte, leur beauté et leur talent célébrés, mais ils étaient aussi profondément vulnérables. Ils ne vendaient pas seulement une performance, mais un fantasme, et ils étaient souvent à la merci des exigences de leurs puissants mécènes. Bien que distincts des pages de Lenderon, les kösekler faisaient partie du même tissu culturel qui érotisait la beauté masculine juvénile. Ils étaient le visage public d'un désir qui trouvait son expression ultime et la plus secrète dans les chambres privées du sultan. L'existence du kösek normalisait, de manière publique, l'esthétique du garçon désirable, créant un langage visuel et culturel que tout le monde dans la société ottomane, du vendeur de rue au sultan lui-même, pouvait comprendre. Pour un isolant peinant dans l'anonymat compétitif de Lenderon, le moment ultime de transformation était l'instant où son existence était reconnue par le sultan. C'était le regard, un coup d'œil du padishah, qui détenait le pouvoir de création et de destruction. Cela pouvait arriver n'importe où, lors d'une revue des pages, lors d'une cérémonie de cour, ou même par hasard, alors que le sultan se promenait dans les jardins du palais. Pour un garçon, être distingué, que le sultan demande son nom ou loue son talent en musique ou en calligraphie, était un honneur terrifiant. C'était l'aboutissement de toute sa formation, l'accomplissement du but du système. Mais c'était aussi le moment où il montait sur une corde raide tendue au-dessus d'un canyon de feu. Être remarqué, c'était être exposé, attirer non seulement la faveur du sultan, mais aussi la jalousie ardente de tous les autres pages de l'école, et en fait, de tous les autres acteurs du pouvoir dans le palais. Le processus d'être choisi pour le service privé du sultan, dans le sanctuaire le plus intérieur, la chambre privée, ou has-oda, était un rituel d'élévation. Le garçon serait formellement séparé de ses pairs de Lenderon. On lui donnerait une nouvelle garde-robe de soie d'une finesse incroyable, chacun de ses besoins étant satisfait par des serviteurs de moindre rang. Il serait installé dans les quartiers luxueux de la chambre privée elle-même, une suite de pièces qui entourait celle du sultan. C'était le point de non-retour. Il n'était plus seulement un étudiant ou un serviteur, il était devenu un compagnon, un confident, un favori. Son titre officiel pouvait être porte, épée ou gardien des lins royaux, mais sa véritable fonction était la proximité. Il était désormais l'un des quelques individus autorisés à partager l'espace privé du sultan, à voir l'homme derrière le masque impérial. Cette transition était marquée par un mélange d'exaltation et d'effroi. Le luxe était enivrant, le sentiment d'importance écrasant, mais la pression était immense. Chaque mot, chaque geste était désormais chargé de sens, scruté non seulement par le sultan mais par les vizirs, les eunuques et les femmes du harem, qui tous voyaient ce nouveau favori comme une menace potentielle à leur propre influence. Le garçon avait gagné à la loterie, mais le prix était une vie de performance constante et étouffante,
où un seul faux pas pouvait conduire à une chute dont il n'y avait pas de retour. La vie à l'intérieur de la chambre privée était une descente dans un monde d'intimité profonde et de danger absolu. C'était l'épicentre de l'Empire, la pièce calme d'où émanaient toutes les décisions. Ici, le page favori, le mahboub ou bien-aimé, menait une vie qui était un paradoxe de privilèges immenses et de subjugation totale. Ses devoirs étaient un catalogue de services intimes. Il serait l'un des rares autorisés à habiller le sultan le matin et à le déshabiller le soir. Il pourrait être chargé de lire à haute voix de la poésie persane ou des chroniques historiques pour apaiser le souverain et l'aider à s'endormir. Il assisterait le sultan dans le hammam, le somptueux bain du palais, un lieu de vapeur, de marbre et de vulnérabilité. Il servirait les repas du sultan, une position de confiance incroyable à une époque où le poison était une peur constante. Il était une ombre, une présence constante dans la vie du sultan, un témoin de ses moments de rage, de ses moments de mélancolie, de ses moments d'humanité sans phare. Cette proximité étouffante avec le pouvoir absolu était la source à la fois de son influence et de sa terreur. Il apprenait les humeurs du sultan, ses secrets, ses faiblesses. Il devint un dépositaire vivant des informations les plus sensibles de l'État, un secret qu'il devrait porter en silence. La nature de la relation physique qui accompagnait souvent cette intimité doit être comprise dans sa dure réalité. Ce n'était pas une relation entre égaux, c'était une relation entre un maître et son esclave, un homme qui détenait le pouvoir de vie et de mort, et un jeune dont le corps n'était pas le sien à donner ou à refuser, bien qu'il soit possible qu'une affection sincère ou même une forme d'amour puisse se développer au sein de cette dynamique. C'était un amour perpétuellement assombri par l'ombre du cordon de soie du bourreau. Le fardeau psychologique sur le page était immense. Il devait être un amant, un confident, un serviteur et un sycophante, naviguant constamment sur les sables mouvants de l'humeur du sultan. Il vivait dans un état d'hypervigilance, sa survie dépendant de sa capacité à anticiper les désirs de son maître et à refléter l'image de lui-même que le sultan souhaitait voir. C'était une vie de surfaces exquises et de profondeur horrible, une performance de dévotion qui ne pouvait jamais faiblir, car le prix d'une seule fausse note était l'oubli. La chambre privée n'était pas un sanctuaire d'amour, c'était un champ de bataille de l'envie. Pour le jeune qui réussissait à capturer le cœur du sultan et à devenir le favori incontesté, la vie devenait un périlleux exercice de survie. Il était le mahboub, le bien-aimé, mais pour tous les autres au palais, il était une cible. La jalousie la plus immédiate et la plus venimeuse venait de ses anciens pairs, les autres pages de la Has-Oda, qui devaient maintenant le regarder être comblé de cadeaux, d'honneurs et des attentions intimes du maître qu'ils servaient tous. Il cherchait le moindre signe de faiblesse, la moindre erreur, le moindre soupçon d'arrogance qui pourrait être utilisé pour empoisonner l'esprit du sultan contre lui. Une rumeur murmurait à la bonne oreille, un accident soigneusement orchestré, un mot de calomnie livré avec un masque d'inquiétude, c'étaient les armes du courtisan, et elles étaient constamment pointées sur le favori. La menace émanait également du puissant harem féminin. La mère du sultan, la sultane validée, la favorite en chef, la Haseki, et les mères de ses autres enfants voyaient le favori masculin comme un rival pour l'affection, le temps et, surtout, l'influence du sultan. Il était une distraction de leurs propres ambitions et des ambitions qu'elles nourrissaient pour leurs fils. Elles avaient leur propre réseau d'espions et d'alliés, et elles n'hésiteraient pas à les utiliser pour orchestrer la chute d'un garçon qui, selon elles, usurpait leur place légitime aux côtés du sultan. Même les hommes les plus puissants de l'État, le grand vizir et ses ministres, considéraient le favori avec un mélange de peur et de mépris. Ce garçon, qui n'occupait aucune fonction officielle, pouvait avoir plus d'influence sur les décisions du sultan qu'eux. Ses confidences sur l'oreiller pouvaient défaire des mois de politique soigneusement élaborés. Ils tentaient alternativement de le corrompre, l'utilisant comme un canal secret vers le sultan ou complotaient contre lui, le voyant comme un obstacle à leur propre pouvoir. Le favori était donc un homme suspendu dans une toile d'intrigue, isolé par son propre succès. Il ne pouvait faire confiance à personne. Chaque cadeau pouvait dissimuler une menace, chaque sourire un poignard. Sa seule protection était l'affection continue et notoirement volage du sultan. Il devait être constamment charmant, constamment obéissant, constamment parfait, car il savait qu'au moment où le regard du sultan se détournerait,
Au moment où sa nouveauté s'estomperait, la meute de loups qui l'entourait n'hésiterait pas à le déchiqueter. Malgré le danger mortel, les récompenses pour un mandat réussi en tant que favori du sultan pouvaient être astronomiques. Pendant une brève et brillante période, ce jeune homme, né paysan ou esclave, pouvait devenir l'une des personnes les plus puissantes du plus grand empire du monde. Son pouvoir n'était pas officiel, mais il était réel. Il était le gardien ultime. Les ambassadeurs de Venise, de la France et de l'empire des Habsbourg apprirent bientôt que le moyen le plus rapide, et parfois le seul, d'atteindre l'oreille du sultan passait par son page bien-aimé. Il couvrait le favori de cadeaux exotiques des horloges mécaniques d'Allemagne, de fins textiles de Lyon, des animaux rares, et lui offrait des pots de vin substantiels, tout cela dans l'espoir qu'ils puissent murmurer un mot favorable à leur cause au sultan dans un moment d'intimité. Les grands vizirs et les pachas, des hommes qui commandaient des armées et gouvernaient de vastes territoires, s'humiliaient devant lui, cherchant son soutien pour leur politique ou son intervention dans leur rivalité. Le favori devint un canal de mécénat. Un mot de sa part pouvait assurer un gouvernorat lucratif à un allié ou entraîner la ruine d'un ennemi. Il pouvait influencer les nominations, infléchir les jugements légaux et façonner la politique impériale depuis derrière les rideaux de soie de la chambre à coucher du sultan. Cette influence était enivrante. Elle transformait le page d'un simple objet de désir en un acteur politique important. Il était un pion qui, en vertu de sa proximité avec le roi, était devenu une reine, capable de se déplacer dans n'importe quelle direction et de frapper avec une force létale. Bien sûr, ce pouvoir était entièrement dérivé, un reflet de celui du sultan. Il pouvait être éteint aussi rapidement qu'il avait été accordé. Cela rendait l'exercice du pouvoir par le favori une affaire frénétique et souvent désespérée. Il devait accumuler autant de richesses et s'assurer autant d'alliés que possible pendant son bref temps au soleil, sachant que l'hiver politique n'était jamais qu'à un caprice royal de distance. Cela créait un cycle de corruption et de paranoïa, car le favori utilisait sa position précaire pour s'enrichir et se protéger des actions qui ne faisaient qu'alimenter la jalousie de ses rivaux et hâter sa chute éventuelle, presque inévitable. Construisons un récit composite, une histoire tissée à partir des destins de nombreux favoris de ce genre, pour illustrer l'ascension vertigineuse et la descente brutale. Nous pouvons appeler notre page Aladil, le Juste, un nom ironique qui lui fut donné à son entrée au palais. Capturé enfant lors d'une campagne en Géorgie, ses yeux violets saisissants et son esprit vif le firent remarquer pour Lenderon. Il excellait dans ses études, maîtrisant la calligraphie et la poésie de Hafez, tandis que son habileté à l'arc était inégalée. Il se déplaçait à travers les chambres de l'école avec une grâce tranquille qui masquait une ambition féroce. C'est lors d'une lecture de poésie que le sultan vieillissant Mourad IV, un souverain connu pour sa cruauté terrifiante et sa profonde appréciation de la beauté, le remarqua pour la première fois. Aladil fut convoqué à la chambre privée. Pendant 5 ans, il fut le soleil autour duquel la cour tournait. Le sultan, un homme qui exécutait un vizir pour une erreur mineure, pleurait, dit-on, quand Aladil récitait de la poésie. Il couvrit le garçon de domaine, de coffres de ducats d'or vénitiens et d'écuries de chevaux arabes pur sang. Il commanda des portraits d'Aladil au meilleur peintre de la cour, un honneur rare. Aladil, à son tour, apprit à naviguer dans les courants dangereux de la cour. Il devint l'ombre du sultan, son confident, son amant. Il dormait au pied du lit impérial, un poignard sous son oreiller, sa vie un témoignage de la faveur du sultan. Les vizirs qui s'étaient autrefois moqués du garçon géorgien s'inclinaient maintenant devant lui, lui tendant des pétitions et des bourses d'or. Il assura un poste de gouverneur à son seul ami de Lenderon et orchestra le renvoi d'un pacha rival, une démonstration de son pouvoir silencieux et mortel. Il vivait un rêve, un fantasme de pouvoir et de luxe bâti sur le fondement de sa propre servitude. Il portait sa beauté comme une armure, la croyant, ainsi que l'amour du sultan, invincible. Mais au palais de Topkapi, rien n'était invincible, sauf le tour de la roue de la fortune. La chute d'un favori était souvent aussi rapide et dramatique que son ascension avait été météorique. Pour notre Aladil, le début de la fin ne vint pas avec un fracas, mais avec un murmure. Le sultan, sa santé déclinant, devint plus paranoïaque et erratique. Les pressions d'une guerre perdue sur la frontière perse
le rendait maussade et sujet à de violentes colères. La beauté d'Al-Adil, autrefois un réconfort, semblait maintenant se moquer du propre déclin physique du sultan. Les murmures de ses ennemis, qui avaient été ignorés pendant des années, trouvaient maintenant un terrain fertile dans l'esprit soupçonneux du sultan. Un page rival, désireux de prendre sa place, découvrit une lettre, une falsification magistrale, qui semblait impliquer Al-Adil dans un complot avec un vizir déchu. Simultanément, la sultane validée, la puissante reine-mère, se plaignit à son fils que l'arrogance d'Al-Adil aliénait les loyaux serviteurs de l'État. Les graines du doute, une fois plantées, grandirent avec une vitesse étonnante. Le regard du sultan, qui avait autrefois été rempli d'adoration, contenait maintenant une froideur glaçante. Les cadeaux cessèrent. Les lectures de poésie tard dans la nuit prirent fin. Al-Adil se retrouva soudainement isolé, les courtisans qu'il avait autrefois flattés, évitant maintenant son regard. Il pouvait sentir la toile se resserrer autour de lui. La terreur de sa situation était absolue. Il n'avait pas de famille à qui faire appel, pas de base de pouvoir propre. Toute son existence était fondée sur l'affection d'un seul homme, et cette affection s'était évaporée. La fin arriva sans avertissement. Un soir, alors qu'il se préparait pour le lit, l'eunuque blanc en chef entra dans ses appartements, flanqué de 2 figures imposantes. C'étaient les bourreaux du palais, les sélatlars, des hommes qui étaient traditionnellement sourds-muets, s'assurant qu'ils ne pouvaient ni entendre les appels à la pitié, ni répéter les derniers mots de leurs victimes. Il n'y eut ni procès, ni accusation. Son élévation avait été une affaire de caprice du sultan, et sa destruction serait la même. Il fut dépouillé de ses robes de soie, symbole de sa gloire perdue. Une corde d'arc en soie, la méthode traditionnelle pour exécuter les membres de haut rang de la cour, afin de ne pas verser de sang royal adjacent, fut glissée autour de son cou. Sa dernière vision ne fut pas celle du sultan qu'il avait aimé et craint, mais les visages impassibles de l'eunuque et des bourreaux silencieux, la machinerie brutale de l'État qu'il avait si brièvement maîtrisé. Son corps, comme tant d'autres avant lui, fut probablement placé dans un sac lesté et jeté sans cérémonie dans les courants sombres et tourbillonnants du Bosphore, sa brillante carrière effacée comme si elle n'avait jamais existé. Le sort d'un page favori n'était pas toujours aussi sombre, mais il était toujours soumis à la volonté absolue du sultan et au passage cruel du temps. L'ennemi principal du favori n'était pas seulement un rival ou un vizir, mais sa propre biologie. L'esthétique qui prisait le jeune imberbe était impitoyable. La première ombre de barbe sur la lèvre supérieure, le durcissement de la mâchoire, le subtil épaississement de la peau, ce n'étaient pas des signes de maturation, mais les symptômes d'une maladie en phase terminale pour sa carrière. Au moment où un garçon devenait un homme, sa valeur spécifique pour le sultan s'évaporait souvent. L'Empire, cependant, était une entité pragmatique, un individu talentueux et loyal, même celui dont l'utilité principale avait expiré, était toujours un atout. Pour les favoris qui réussissaient à naviguer dans les intrigues de la cour et à éviter une mort prématurée, une forme de remise de diplôme était possible. Lorsqu'ils atteignaient le milieu de la vingtaine, ils étaient souvent mis à la retraite avec un poste lucratif et puissant en dehors du palais. C'était un parachute doré, un moyen de les sortir de la sphère intime du sultan, tout en utilisant encore leur éducation et leur expérience considérable. Un ancien favori pouvait être nommé gouverneur d'une riche province en Égypte ou en Syrie, ou recevoir le commandement d'une division de l'armée. Il serait marié à une princesse de la maison impériale ou à la fille d'un pacha puissant, une mesure qui l'intégrait formellement à l'élite dirigeante et traçait une ligne ferme sous son rôle précédent. Il était désormais un homme d'État, un mari, un pilier de l'établissement. Sa vie passée dans la chambre privée devenait un secret tacite, un chapitre de sa biographie que tout le monde connaissait mais que personne ne mentionnait. Pour les moins chanceux ou les moins talentueux, la fin était l'obscurité. On pouvait leur donner un poste administratif mineur dans une ville de province, ou simplement une pension qui leur permettait de vivre confortablement mais sans influence, à jamais hantés par le souvenir du pouvoir qu'ils détenaient autrefois. Et pour les quelques malchanceux, ceux qui tombaient en disgrâce de manière spectaculaire comme notre Al-Adil, la seule sortie était la mort. Le système qui les avait créés, qui les avait polis comme des joyaux, n'avait aucune sentimentalité à les rejeter une fois qu'ils n'étaient plus jugés parfaits.
Le lent déclin de toute cette institution fut un processus complexe, non pas mû par une unique prise de conscience morale, mais par une confluence de changements politiques, sociaux et culturels sur plusieurs siècles. La pratique atteignit son apogée durant les XVe, XVIe et XVIIe siècles, l'âge classique de la puissance ottomane, lorsque l'autorité du sultan était la plus absolue et que les systèmes du Devshirme et de l'Enderun fonctionnaient à leur efficacité maximale. Cependant, à mesure que l'Empire commença à faire face à des défaites militaires et à une décadence interne à partir de la fin du XVIIe siècle, les fondations de l'ancienne structure palatiale commencèrent à s'éroder. Le prélèvement du Devshirme devint moins fréquent et fut finalement aboli au XVIIIe siècle, coupant l'approvisionnement principal de garçons non musulmans destinés à être moulés en une élite d'esclaves loyaux. Le pouvoir commença à s'éloigner de la maison personnelle du sultan pour passer entre les mains de familles bureaucratiques bien établies et de commandants de janissaires ambitieux. À mesure que le pouvoir personnel et direct du sultan diminuait, l'importance politique de ses favoris personnels diminuait également. De plus, les XVIIIe et XIXe siècles virent l'influence croissante de l'Europe occidentale sur la société ottomane. Les diplomates ottomans voyageaient à Paris et à Vienne, et les modes, les idées et les mœurs sociales européennes commencèrent à s'infiltrer dans les cercles d'élite d'Istanbul. Ce processus d'occidentalisation apporta avec lui les normes de moralité européennes, qui étaient profondément critiques de ce qu'elles considéraient comme la décadence et le vice ottoman. Le secret de polichinelle des amants masculins du sultan devint une source d'embarras international, un symbole d'une dépravation orientale que les réformateurs modernisateurs de la période du Tanzimat au XIXe siècle étaient désireux de rejeter. L'ancienne vie de palais de Topkapi fut progressivement abandonnée au profit de nouveaux palais de style européen comme Dolmabahçe sur les rives du Bosphore. L'école de l'Enderun fut finalement fermée, remplacée par des académies militaires et civiles modernes sur le modèle de celles de France et d'Allemagne. Tout l'écosystème social et politique qui avait créé et soutenu le rôle du favori masculin, l'élite esclave, la vie de palais cloîtré, l'esthétique de l'amour pédérastique fut démantelée, pièce par pièce, non par compassion pour ses victimes, mais comme une victime nécessaire de la lutte désespérée de l'Empire pour sa survie dans un monde en mutation. Peut être la conséquence la plus profonde et la plus durable du déclin de cette institution fut son effacement quasi total de la mémoire officielle. L'histoire, comme on le dit souvent, est écrite par les vainqueurs, mais elle est aussi éditée par les embarrassés. Pour les réformateurs ottomans ultérieurs et, de manière encore plus significative, pour les fondateurs de la République turque au XXe siècle, l'histoire des favoris masculins à la cour impériale était une vérité profondément inconfortable. Elle entrait violemment en conflit avec la nouvelle identité nationale qu'ils cherchaient à construire, une identité basée sur une vision héroïque, martiale et pieuse du passé ottoman. L'image du grand conquérant sultan Mehmed II ou du législateur Soliman le Magnifique, entretenant des relations avec de jeunes pages masculins, ne correspondait pas à ce récit aseptisé. Par conséquent, cet aspect de leur vie et de la culture de la cour fut systématiquement minimisé, censuré ou carrément nié par les historiens nationalistes. La riche tradition de la poésie homoérotique fut réinterprétée comme purement mystique et allégorique, ses significations terrestres dépouillées. On ne se souvint de l'Enderun que comme d'une brillante école administrative, son rôle de vivier de compagnons intimes potentiels commodément oublié. Les garçons eux-mêmes, les milliers de Youssouf et d'Aladils qui vécurent et moururent entre les murs du palais, furent rendus invisibles, leurs histoires réduites à des notes de bas de page ou rejetées comme les fantasmes salaces d'observateurs européens hostiles. Ce fut une seconde mort, plus permanente. Le cordon du bourreau mettait fin à la vie d'un garçon, mais la plume de l'historien effaçait son existence même. Cet acte de nettoyage historique est un puissant rappel de la manière dont les sociétés organisent leur propre passé, préservant les parties qui affirment l'image de soi désirée et enterrant celles qui la remettent en question. La vie secrète des concubins masculins du sultan devint un fantôme dans la grande narration de l'Empire, une présence spectrale qui hantait les marges de l'histoire, un témoignage du fait que le moyen le plus efficace de contrôler le présent est de contrôler l'histoire du passé. Nous nous retrouvons donc avec une histoire de paradoxe profond et troublant. C'est l'histoire d'une cage dorée.
où les barreaux étaient en or et la nourriture de l'ambroisie, mais c'était néanmoins une cage. C'est l'histoire de garçons qui étaient simultanément éduqués pour être des génies et traités comme des biens, leur esprit rempli des plus hautes formes d'art et de littérature, tandis que leur corps était soumis aux formes les plus viles d'exploitation. Ils étaient des esclaves qui pouvaient gouverner un empire, des œuvres d'art vivantes dont la vie était jetable. Leur histoire nous oblige à affronter la nature brutale du pouvoir absolu, sa capacité à déformer les relations humaines et à transformer les gens en objets beaux et tragiques. Elle révèle la manière dont les sociétés peuvent créer des justifications culturelles et artistiques, élaborer le langage de l'amour sublime, de la beauté divine, pour masquer des systèmes de cruauté et de coercition profonde. Ce n'est pas seulement un coin oublié de l'histoire ottomane. C'est un drame intemporel et universel sur l'intersection du pouvoir, du désir et de la vulnérabilité. L'histoire de l'Issolan est un rappel brutal que, tout au long de l'histoire, les corps des jeunes et des beaux ont souvent été la monnaie des puissants, une ressource à récolter, à polir, à utiliser et à jeter. En nous promenant dans les cours désormais silencieuses du palais de Topkapi, un musée apaisé par le passage des siècles, il est facile d'oublier que ces murs furent autrefois la scène de drames humains si intenses. Mais si nous écoutons attentivement, nous pouvons presque entendre les échos, le son faible d'un luth d'une chambre lointaine, le murmure d'un poème, le bruissement de la soie, et la prière silencieuse et désespérée d'un beau garçon qui vient d'attirer l'œil d'un sultan, priant pour une longue vie qu'il sait ne lui sera presque certainement pas accordée.